Continuons à définir les outils élémentaires des complexes. Tout d'abord, nous allons définir le conjugué et le module d'un complexe. Si Z est un complexe, nous appelons conjugué de Z le complexe qui va se noter Z bar et qui est égal à la partie réelle de Z moins I fois sa partie imaginaire. Donc Z, c'est la partie réelle plus I fois la partie imaginaire. Pour le conjugué, le plus devant la partie imaginaire devient un moins. Et nous appellerons module de Z le réel Z qui se note, Z entre barres verticales égal au carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire et l'on prend la racine carrée de cette somme. Ces deux objets ont une interprétation géométrique très simple. Si nous prenons un complexe Z, nous avons ici placé en rouge son image dans le plan. Ce point, donc l'image de Z, a pour coordonnée une abscisse égale à la partie réelle de Z et une ordonnée égale à la partie imaginaire. Le conjugué de Z bar, c'est donc, en tout cas son image dans le plan, c'est le point de coordonnée partie réelle de Z et moins partie imaginaire de Z. C'est donc le symétrique de l'image de Z par rapport à l'axe des abscisses. Quant au module, nous voyons ici que ce module est égal à la norme du vecteur qui a pour affixe Z, c'est-à-dire que c'est la distance entre l'origine du repère et le point qui a pour affixe petit z. Ces deux objets ont toute une flopée de propriétés élémentaires qui sont données ici dans la proposition 1,4,4. Je ne vais pas la lire en détail, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Normalement, vous connaissez déjà toutes ces propriétés depuis la terminale, elles vont servir sans arrêt. J'attire votre attention sur la quatrième, qui mériterait d'être plus souvent utilisée. Pour calculer le module d'un complexe, nous ne sommes pas obligés d'utiliser la définition donnée sur la page de gauche, nous pouvons aussi très bien utiliser cette formule-là, qui est souvent très pratique. En particulier, nous pouvons rajouter la conséquence suivante du point 4. Si Z n'est pas nul, 1 sur Z est égal à Z bar sur le module de Z au carré. Et cette formule a déjà été donnée d'ailleurs, mais sans parler du conjugué et du module, elle a déjà été donnée dans la vidéo précédente. Les démonstrations de toutes ces propriétés sont simples et vraiment très directes. Il suffit en général d'utiliser la définition de conjugué et de module, et puis cela se fait tout seul. Je vais tout de même en faire une ou deux. Par exemple, je vais faire la deuxième partie de la première proposition. Donc dans toute la suite, je vais noter Z égale A plus IB et Z' égale A' plus IB' pour simplifier les notations. Donc, si je calcule Z moins Z bar, j'obtiens A plus IB moins A moins IB. Donc, après simplification, 2i fois B, c'est-à-dire 2i fois la partie imaginaire de Z. Il n'y a qu'à diviser par 2i. La partie imaginaire de Z est bien égale à Z moins Z bar sur 2i. Donc vous voyez que cette démonstration est très simple et franchement directe, il n'y a absolument aucun piège. Je l'ai tout de même faite parce qu'attention, au dénominateur ici, il y a bien un i qu'il ne faut surtout pas oublier. Si vous regardez la formule pour la partie réelle de Z, il n'y a pas de i au dénominateur, mais il y en a bien un pour la partie imaginaire. Attention donc de ne pas l'omettre. Je vais aussi par exemple démontrer la deuxième partie de la proposition numéro 2, de la propriété numéro 2. Donc si je calcule Z fois Z', nous savons que nous avons AA' moins BB' plus I fois A'B plus AB'. Donc le conjugué de ce complexe, c'est le complexe AA' moins BB' moins I fois A'B plus AB'. Maintenant, si je calcule le produit du conjugué de Z fois le conjugué de Z', j'obtiens A moins IB, facteur de A' moins IB', il n'y a plus qu'à développer. En développant, eh bien, j'obtiens AA' moins BB' plus I facteur de moins A'B moins AB'. Et nous constatons que cela est bien égal au conjugué de Z fois Z'. Je finis par la démonstration du point 6, qui peut se faire en remplaçant toutes les expressions des conjugués et des modules par leur définition, mais je vais essayer d'être un peu plus astucieux, et je vais utiliser le point numéro 4. Je sais que le module au carré de Z fois Z', avec le point numéro 4, c'est égal à Z fois Z' fois le conjugué de Z fois Z'.
Donc, maintenant en utilisant le point numéro 2 que nous venons de montrer, ceci est égal à z fois z' fois le conjugué de z fois le conjugué de z'. Le produit des complexes étant commutatif, nous pouvons réordonner les termes de ce produit, c'est z fois z bar fois z' fois z' bar. Et en réutilisant le point 4, nous obtenons bien module de z au carré fois module de z' au carré. Donc voici par exemple une utilisation possible du point numéro 4. Si vous essayez de démontrer le point numéro 6 en revenant à la formule du module comme racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire, vous allez avoir un calcul beaucoup plus long et rébarbatif que ce que je viens de faire là. Donc ce point numéro 4, ne l'oubliez pas, il est très pratique. Alors ce n'est pas tout à fait terminé, nous avons ici deux réels dont les carrés sont égaux. Alors attention, petit rappel, si A et B sont des réels, dire que leurs carrés sont égaux n'implique pas qu'ils sont égaux. Dire que les carrés sont égaux, c'est équivalent à dire que les valeurs absolues sont égales. Attention. Donc ici, en particulier, si je continue ma démonstration, j'obtiens que la valeur absolue du module de zz' est égale à la valeur absolue du module de z fois le module de z', mais comme ces termes sont positifs, je peux conclure. Donc, puisque le module de zz' est positif, et que le module de z fois le module de z' aussi, alors leurs carrés étant égaux, ils sont bien égaux. Au passage, je ne crois pas l'avoir dit avant, mais un module est toujours positif. Géométriquement, nous l'avons interprété comme une distance, mais si nous revenons à la définition, un module, c'est la racine carrée d'une somme de carrés de réels, donc c'est nécessairement positif. Voilà, donc je vous laisse démontrer les autres points en exercice, les démonstrations sont très directes, et je finis par une remarque. Vous avez bien dû remarquer que le symbole du module est le même que le symbole de la valeur absolue. En mathématiques, on essaye d'éviter au maximum d'utiliser le même symbole pour deux choses différentes, sinon il y a vraiment des risques d'ambiguïté. Ici, en fait, si l'on a utilisé le même symbole, c'est parce que ces deux notions coïncident sur R. Donc, si nous prenons un réel x, le module, alors je vais l'écrire en toutes lettres, le module de x, par définition, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle de x plus le carré de sa partie imaginaire. Or, sa partie imaginaire est nulle, et sa partie réelle est égale à x. Donc c'est la racine de x carré. Par définition, ceci, c'est la valeur absolue de x, que je vais aussi écrire en toutes lettres, égale valeur absolue de x. Donc, pour les réels, le module et la valeur absolue, c'est la même chose. Pour les complexes, la valeur absolue n'existe pas, il n'y a que le module. Donc ce que l'on peut dire, c'est que le module, donc sur C, est un prolongement de la valeur absolue, qui elle est définie sur R. Et c'est pour ça que l'on peut se permettre d'utiliser le même symbole. Alors d'ailleurs, la plupart des propriétés de la valeur absolue se vérifient aussi pour le module. Par exemple, dans la proposition 1,4,4, le point 6, la valeur absolue vérifie cette propriété. Si z et z' sont deux réels, alors le produit de leur valeur absolue, c'est la valeur absolue de leur produit. Ainsi, beaucoup de propriétés de la valeur absolue vont être vraies pour le module, en particulier l'inégalité triangulaire, qui sera vue un peu plus loin dans cette vidéo. Autre résultat concernant les conjugués, lorsque nous prenons un complexe Z, il est réel si et seulement si il est égal à son conjugué, et il est imaginaire pur si et seulement si il est égal à moins son conjugué. Donc cela peut se voir géométriquement, si nous retraçons le plan, l'ensemble des réels c'est l'axe des abscisses, l'ensemble des imaginaires purs c'est l'axe des ordonnées. Si nous prenons un complexe réel, son symétrique par rapport à l'axe des abscisses est bien évidemment lui-même. Et il est géométriquement assez intuitif de voir que pour qu'un point soit égal à son propre symétrique, il doit être sur l'axe. Donc les points qui sont égaux à leur conjugué, les complexes qui sont égaux à leur conjugué, sont bien les complexes qui se trouvent sur l'axe des abscisses, donc les réels. Si par contre nous prenons un complexe dont l'image se trouve sur l'axe
IR, donc un complexe qui est imaginaire pur, alors son symétrique par rapport à l'axe des abscisses est bien égal à moins lui-même. Donc z bar égale à moins z. Et là encore, pour que cela arrive, il faut que z soit un imaginaire pur. Alors ceci n'est pas vraiment une démonstration. Nous pouvons démontrer le résultat en revenant aux formules, de manière assez simple. Dire que z est égal à z bar, c'est équivalent à dire... Alors je vais, pour toute cette démonstration, comme souvent, hein, j'oublierai parfois de le dire, mais bon, nous noterons z égale a plus ib. Donc z est égal à z bar est équivalent à a plus ib égale a moins ib. Évidemment, les a disparaissent, il nous reste b égale moins b, ce qui est équivalent à b égale 0. Mais b, c'est la partie imaginaire de z. Et dire qu'un complexe a une partie imaginaire nulle, c'est équivalent à dire que z est un réel. Alors je ne montre pas le deuxième point pour les imaginaires purs, ce point se démontre exactement de la même manière. Encore un résultat, si z est un complexe, son module est nul si et seulement si ce complexe lui-même est nul. Et puis également, la valeur absolue de sa partie réelle est toujours plus petite que son module, et nous avons le même résultat avec la partie imaginaire. Là encore, ces deux résultats se voient géométriquement sur le dessin que nous avons fait sur la première page. En effet, nous avons interprété le module de z comme étant la distance entre l'image de z et l'origine du repère. Donc, si cette distance est nulle, cela signifie que l'image de z, c'est l'origine du repère. Inversement, évidemment, si z est nul, en revenant à la définition du module, son module est nul. Pour le deuxième point, nous avons sur ce dessin un triangle rectangle qui est celui-ci. Ici, nous avons bien un angle droit, puisque les deux côtés ici sont bien parallèles à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées. Il suffit donc d'utiliser le théorème de Pythagore. L'hypoténuse a une longueur plus grande que celle des deux autres côtés. En particulier, donc, l'hypoténuse, sa longueur, c'est exactement par définition le module de z, et la longueur du côté horizontal, ici, c'est bien la valeur absolue de la partie réelle de z. Quant à la longueur du côté vertical, c'est la valeur absolue de la partie imaginaire de z. Alors, encore une fois, ce n'est pas une démonstration, cela se voit sur le dessin, mais pour le démontrer, nous pouvons, là encore, revenir aux définitions. Donc, si je numérote 1 et 2, les deux points à démontrer dans cette proposition, nous pourrions démontrer le point directement, mais je vais plutôt commencer par démontrer le deuxième point et en déduire le premier, pour changer un peu. Alors, pour le deuxième point, nous savons que le module de z au carré est égal au carré de la partie réelle, plus le carré de la partie imaginaire. Mais la partie imaginaire est un réel, donc son carré est un réel positif. Par conséquent, le module de z au carré est plus grand que le carré de la partie réelle. Maintenant, dans cette inégalité, de chaque côté, nous allons prendre la racine carrée, puisque la fonction racine carrée est croissante. Donc la racine carrée du module de z au carré est plus grand que la racine carrée de la partie réelle au carré. Alors attention, je vais souvent insister là-dessus parce qu'il y a trop souvent des erreurs. La racine carrée du carré d'un réel, ça n'est pas ce réel, c'est sa valeur absolue. Donc ici, à gauche nous avons la valeur absolue du module de z. Le module de z étant positif, sa valeur absolue c'est lui-même, donc c'est le module de z. Et à droite, nous récupérons la valeur absolue de la partie réelle de z, ce qui est bien ce que nous voulions montrer. Pour la partie imaginaire, je vous laisse le soin de le démontrer vous-même, c'est exactement la même chose que ce qui est fait là. Pour le point numéro 1, nous avons une équivalence à démontrer. L'une des deux équivalences est absolument évidente. Si z est nul, sa partie réelle est nulle, sa partie imaginaire aussi. Donc si nous prenons la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, nous obtenons 0. Donc clairement, le module de z est nul. C'est l'autre sens qui est moins évident. Donc réciproquement, si le module de z est nul, je vais utiliser le second point. Avec le point 2, la valeur absolue de la partie réelle de z est donc plus petite que le module de z, et donc elle est négative. Mais une valeur absolue, c'est toujours positif. Donc par ce double encadrement, par cette double inégalité, par cet encadrement plutôt, la partie
en tout cas la valeur absolue de la partie réelle de z est nulle, et pour une valeur absolue, nous savons que lorsque la valeur absolue d'un réel est nulle, c'est que ce réel est nul. Là encore, nous avons la même chose avec la partie imaginaire de z qui va être nulle. Comme z est égal à sa partie réelle plus i fois sa partie imaginaire, nous obtenons bien que z est nul. Ce dernier résultat a pour corollaire le corollaire suivant, 1, 4, 8. Si nous prenons deux complexes A et B, alors leur produit est nul si et seulement si l'un des deux membres du produit est nul. Ce résultat peut paraître un peu anecdotique ou évident, je ne sais pas. En effet, ce résultat, nous le connaissons déjà pour des réels. Nous savons, enfin vous le savez, même si vous ne l'avez jamais démontré, cela découle de la construction des réels. Si A et B sont deux réels, alors quand leur produit est nul, l'un des deux est nul, et la réciproque est vraie aussi. Pourquoi est-ce que cela serait-il vrai avec des complexes? Il va falloir le démontrer. Je vous rappelle que c'est un résultat qui n'est pas vrai avec tous les produits. Si nous prenons deux matrices carrées, on peut très bien avoir A et B différents de 0, et pourtant leur produit est nul. Et nous avons vu des exemples de cela dans le chapitre 2. On peut avoir A différent de 0, B différent de 0, et AB, le produit A fois B égale à 0. Donc je vous redonne un des exemples les plus simples. La matrice 0, 1, 0, 0 multipliée par la matrice 1, 0, 0, 0 vous donne la matrice nulle. Donc ce corollaire, le résultat n'est pas si anodin que ça, c'est un résultat qui est fondamental finalement. Alors pour le démontrer, nous allons utiliser la propriété précédente. Là aussi, nous avons une équivalence à démontrer, et comme souvent quand il y a une équivalence à démontrer, il y a une implication qui est plus simple que l'autre. Ici, il y en a une qui est évidente. Évident, si A est nul ou si B est nul, alors le produit est nul. Là, maintenant, c'est l'autre sens qui n'est pas si évident. Donc, supposons que le produit A fois B est nul. Donc avec la propriété précédente, le module de A fois B est nul. Or, nous savons que le module de AB, c'est égal au module de A fois le module de B. Et maintenant, nous pouvons utiliser le résultat pour des réels, puisque nous avons dit que nous le connaissons déjà. Le module de A et le module de B sont des réels, leur produit est nul, donc le module de A est nul, ou le module de B est nul. Et nous utilisons à nouveau la proposition 1, 4, 7. Si c'est le module de A qui est nul, alors A est nul. Si c'est le module de B qui est nul, alors c'est B qui est nul. Et nous avons bien démontré ce corollaire. Pour terminer cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1.4.6, mais non pas dans un cas général, mais dans un cas particulier où nous allons donner des valeurs précises aux affixes de nos 3 points ABC. Donc je vais prendre le point A d'affixe 1 plus 2i, le point B d'affixe i, et le point C d'affixe 2-i. La première question est de trouver l'équation de la médiatrice du segment AB, et la deuxième question est de trouver les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc nous avons bien respecté l'énoncé, les 3 points ABC sont bien 2 à 2 distincts. Alors première question, nous savons qu'un point est sur la médiatrice de AB, du segment AB, si et seulement si il est à égale distance de A et de B. Donc si nous prenons un point M d'affixe Z en écrivant que Z est égal à X plus Y, et si nous notons D la médiatrice du segment AB, alors nous avons le résultat suivant. M appartient à la médiatrice D si et seulement si la distance AM est égale à la distance BM. Autrement dit, en termes complexes, nous devons avoir module de Z moins 1 plus 2i égale module de Z moins i. Ces deux modules étant des réels positifs, par équivalence, nous pouvons passer au carré, et donc nous avons cette égalité des carrés des modules. Alors il est toujours plus simple de manipuler les carrés des modules, car en développant, nous n'avons pas de racine carrée. Donc ici, nous obtenons x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à x au carré plus y moins 1 au carré.
Nous voyons qu'en développant tout cela, les x carré et y carré de part et d'autre s'annulent. Il nous reste 1 moins 2x plus 4 moins 4y égale à 1 moins 2y. Ou encore, si je passe les termes en x et y à droite, 2x plus 2y égale 4. Alors on va tout simplifier par 2. X plus y égale 2. C'est l'équation de la médiatrice que nous cherchons. Donc dans la deuxième question, nous voulons déterminer le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors nous savons que si nous avons un triangle ABC, le centre du cercle circonscrit se trouve à l'intersection des médiatrices. Mais il est suffisant de prendre l'intersection de 2 médiatrices. Nous ne sommes pas obligés de prendre l'intersection des 3 médiatrices. Donc si nous notons ici D', la médiatrice du segment AC, eh bien, comme dans la première question, nous pouvons en déterminer une équation. Donc par le même principe, alors je vais aller un petit peu plus vite, M appartient à D', si et seulement si x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré est égal à x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré. Alors c'est vrai qu'il aurait été un peu plus simple que je le mette dans l'autre sens, mais ici cela correspond à la distance AC au carré, et ici, cela correspond à la distance MC au carré, et ici la distance MA au carré. Ce qui nous donne finalement l'équation suivante. Donc je vous laisse développer et simplifier ce que nous obtenons, mais nous trouvons comme équation de D', x moins 3y égale 0. Alors maintenant, nous allons pouvoir conclure. Si nous appelons oméga de coordonnées alpha bêta le centre du cercle circonscrit, alors les coordonnées de oméga doivent vérifier l'équation de D et l'équation de D', puisque oméga se trouve à l'intersection. Et donc nous obtenons alpha plus bêta égale 2 et alpha moins 3 bêta égale 0. Alors résolvons ce système par pivot de Gauss. Je garde la première ligne et j'enlève la deuxième ligne à la première, ce qui me donne 4 bêta égale 2. J'obtiens donc bêta égale 1/2, ce qui avec la première ligne me donne alpha égale 3/2. Donc nous avons terminé cet exercice.